Bonjour et bienvenue dans l'univers du whisky en ce jour 9 du confinement. Aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. L'histoire du whisky est complexe et elle se développe dans plusieurs pays du monde de manière simultanée, parfois sans lien direct avec les événements comme vous le verrez, mais elle a été très souvent sujet à controverse. Comme nous l'avons vu hier, la naissance probable du whisky se situe aux environs du 5e siècle, avec la première mention écrite de l'Aqua Vitae en Écosse, puis l'invention de la distillation par les moines et la naissance de l'usque bêta, donc l'eau de vie, qui plus tard sera appelée aussi l'eau de mort, puisque, comme on le sait encore aujourd'hui, l'abus d'alcool est très mauvais pour la santé et elle a aussi provoqué beaucoup de morts suite aux abus au même siècle. Alors en 1505, seuls les barbiers chirurgiens ont le droit de distiller l'Aqua Vitae. Les barbiers chirurgiens de l'époque, c'est l'équivalent des professionnels de santé aujourd'hui. Alors oui, ça fait un petit peu peur, c'est eux qui vous faisaient la barbe. Et aussi les saignées et la chirurgie. En 1606, seule la région de Boulmiche, donc en Irlande du Nord, est autorisée officiellement à distiller. En 1644, on y est, donc ça n'a pas beaucoup changé, ça remonte à loin, date des premiers impôts sur les alcools en Écosse. 1671, nous voyons arriver les premiers alambics au Canada, dans la ville de Québec. En 1724, bon bah ça se gâte, hein, une malt taxe est prélevée en Écosse et d'importantes grèves éclatent à Édimbourg et à Glasgow. En 1736, ça y est, nous ne savons pas si cela vient du capitaine dont nous parlons hier avec Husky, mais l'apparition du mot whisky tel que nous le connaissons est née et sera adopté dans le célèbre Dictionary de Samuel Johnson en 1755. En 1781, on monte encore d'un cran. En Écosse, la distillation artisanale est interdite. En 1783, aux États-Unis, Evan Williams, le pionnier du Bourbon, fonde au Kentucky la première distillerie. Dans le même temps, en Écosse, à la même époque, le Wash Act est décrété en 1784 et il trace une frontière entre les Lowlands et les Highlands où les taxes sont réduites en fonction de la taille de l'alambic. Il a été adopté pour encourager la distillation légale et compenser les ravages de la disette de l'époque. Alors en 1791, aux États-Unis est voté le Whiskey Excise Act, qui, à l'instar du Wash Act, met en place des taxes pour distiller dans le but d'éviter la contrebande. Il va en être donc évidemment le moonshine whisky de contrebande. Une rébellion s'installe alors et George Washington envoie plus de 12 000 hommes en Pennsylvanie pour mater cette rébellion contre la taxe. En 1798, alors ça grossit aux États-Unis et on compte plus de 200 distilleries dans le Kentucky, donc des distilleries de Bourbon, mais ça ne s'appelle pas encore comme ça à cette époque-là. 1820, c'est la naissance de la marque Johnny Walker en Écosse. En 1823, par décret des Royaumes-Unis, ils tentent d'endiguer le whisky de contrebande en invitant les distilleries à se déclarer et à payer une taxe. En 1826, un Irlandais du nom de Robert Stein dépose le brevet de l'alambic à Cologne. Les Irlandais n'y croient pas du tout, donc il sera plutôt utilisé en Écosse et il sera repris ensuite par Aeneas Coffey qui lui déposera le brevet en 1831 et il sera largement utilisé, notamment très connu dans la distillation des whiskies japonais aujourd'hui. Alors 1853, la flotte du Commodore américain de Matthew Perry débarque dans la baie de Tokyo. Les cales remplies de bourbon et donc on trouvera les premières
traces de whisky écossais au Japon vers 1872. Alors 1863, c'est une date importante puisque c'est la date du phylloxéra en France, donc ce petit insecte qui attaque les vignes et qui détruira plus de la moitié des vignes françaises. C'est une date importante parce que les Français sont très gourmets et aiment le cognac et le vin. Et avec la destruction des vignes, ne pourront plus en profiter. Donc ils vont se tourner vers des whisky et vers d'autres alcools au-delà des frontières. Et donc pour la petite histoire, les whiskies de l'époque étant des torboyaux et ne faisant pas 40 degrés comme on peut les trouver maintenant, ils baisseront et le marché s'adaptera, ils baisseront le degré d'alcool pour la population française et d'autres pays entre autres. 1843, la boutique Chivas devient le fournisseur officiel de la reine Victoria. 1909, une commission royale autorise les blindes et les single malt à avoir l'appellation whisky. En 1915, en Écosse, donc les réglementations commencent telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et la première réglementation est que les barils de whisky soient gardés d'abord 2 ans dans les entrepôts, puis 3 ans. En 1918, alors Masataka Taketsuri, qui est un acteur très important pour l'histoire et la renommée actuelle du whisky japonais, part étudier et faire le tour des distilleries d'Écosse. Il y apprend le processus d'élaboration du whisky. Il y aura un coup de foudre puisqu'il rencontrera son épouse qui est une Écossaise du nom de Rita. Et il rentrera au Japon. Pour son employeur, il créera la distillerie, une distillerie et Yamazaki, qui deviendra Suntory. Puis ensuite, il décidera de voler de ses propres ailes et créera la fameuse distillerie Nikka Whisky. Donc on peut dire décemment qu'il sera à l'origine du succès que l'on connaît maintenant du whisky japonais. C'est un peu le père du whisky japonais. En 1920, aux États-Unis, donc démarre la célèbre prohibition. Nous y reviendrons plus tard dans une autre vidéo parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. En 1960, la création de la Scotch Malt Whisky Society aux États-Unis. 1964, alors le Congrès aux États-Unis reconnaît le bourbon comme un produit distinctif des États-Unis et donc si c'est en bourbon, c'est américain. 1966, l'Irlande crée Irish Distiller qui regroupe les toutes dernières distilleries d'Irlande. C'est à partir de cette époque que le marché commun et l'ouverture des frontières que le whisky connaîtra un essor très important, dû en grande partie au lancement des hypermarchés. Donc le patronat français qui rend visite aux États-Unis découvre l'ancêtre des malls et s'en inspirera pour relancer la consommation en France. C'est Leclerc, croyez-le ou pas, qui démocratisera la vente de whisky en France par la grande distribution. Et c'est en 1965 que les droits des douanes seront un tout petit peu allégés sur les produits d'importation d'Irlande, d'Écosse et des États-Unis. Ainsi, on peut dire que naîtra l'âge d'or et le décollage des ventes de whisky en France. Alors les années 80 marquent un tournant en fait pour l'histoire du whisky puisque grâce à la publicité et quelques marques bien connues telles que Glenfiddich, GB entre autres qui créent beaucoup de publicité, ça permettra ainsi de démocratiser et de faire connaître au plus grand nombre le whisky. Alors en 1983, ça sera un peu l'époque noire du whisky écossais, donc qui pour des raisons obscures, de mauvais calculs marketing et de régulation des marchés, mettra en sommeil et vivra la fermeture de plusieurs distilleries. Donc c'est assez peu compréhensible en fait encore aujourd'hui.
et assez obscur, et il vivra par la suite les divers aléas du marché du whisky jusqu'au début du XXIe siècle. D'ailleurs, le whisky le plus cher au monde à ce jour s'est vendu à Édimbourg pour la modique somme de 956 000 euros. Donc c'est un Macallan Valerio Adami de 1926. On peut donc dire effectivement que c'est le nouvel or des investisseurs à ce jour. Voilà pour cette deuxième partie sur les whiskies, en tout cas sur l'histoire du whisky. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.